Je suis Héloïse Dubois, 32 ans, debout dans mon appartement à Lyon, enceinte et fière, entourée de mes amis et de ma famille. C'était censé être une soirée joyeuse pour célébrer notre nouveau chez nous. Mais ensuite, ma sœur a attrapé le microphone. J'ai déjà parlé à un avocat, a-t-elle déclaré, sa voix tranchant à travers le brouhaha. À partir de maintenant, c'est moi la propriétaire de cette maison. Elle s'est tournée vers la foule, me pointant du doigt. Elle n'est plus la bienvenue ici. Mon cœur s'est arrêté. Mon mari sirotait son vin, ses yeux évitant soigneusement les miens. Sous la table, la main de ma meilleure amie a trouvé la mienne, sa prise ferme. La pièce est devenue silencieuse. Tous les regards étaient fixés sur moi, comme s'ils attendaient mon effondrement. Je pouvais sentir le poids de leurs regards jugeant la trahison. Ces mots n'étaient pas juste une affirmation. C'était un couteau qui tranchait tout ce que j'avais construit. J'aurais dû le voir venir. Les SMS tardifs, les appels chuchotés, la façon dont elle s'attardait chez moi comme si elle y appartenait. Mais j'étais enceinte, épuisée, m'accrochant à la conviction que la famille signifiait la confiance. Je me trompais. Le silence de mon mari criait plus fort que ses mots. J'ai attendu qu'elle finisse, mon pouce accélérant, et dans ma tête, j'ai compté 1, 2, 3. Le silence a englouti la pièce. Je me suis levée, les mains stables, et j'ai attrapé mon sac, en sortant quelque chose que personne dans la pièce n'attendait. Ce n'était pas la fin. C'était le début de ma bataille. Une bataille pour protéger l'enfant qui grandissait en moi, pour réclamer justice et pour dévoiler les masques de trahison qui se cachaient au sein de ma propre famille. À partir de ce moment-là, j'ai su que je ne pouvais plus être la femme faible qu'il croyait que j'étais. Je me battrai, quel qu'en soit le prix. Cette histoire vous rappelle-t-elle quelqu'un dans votre famille? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Parfois, une seule phrase peut tout changer. 6 mois avant la fête, je croyais que Sébastien et moi allions entamer un tout nouveau départ. Nous venions de signer les papiers pour un appartement de 3 chambres à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse. Accueillant, baigné de lumière par ses grandes fenêtres, et surtout, le tout premier foyer que nous pouvions vraiment appeler le nôtre après des années de location. Pour moi, c'était comme un rêve qui se réalisait enfin, rendu encore plus spécial avec un bébé en route. Dans mon esprit, je pouvais déjà voir les murs de la chambre de notre fille peints d'un jaune doux, un berceau blanc niché près de la fenêtre pour capter le soleil du matin. Sébastien Moreau. Mon mari semblait tout aussi enthousiaste, du moins au début. Nous passions des soirées tardives ensemble, planifiant comment agencer les pièces, choisissant des échantillons de couleurs, et riant en feuilletant des catalogues de meubles fantaisistes. Mais au fil des semaines, quelque chose a changé. Sébastien a commencé à prendre ses distances. Il rentrait tard, son téléphone vibrait constamment, ses yeux rivés sur l'écran. Quand je lui demandais qui il envoyait des messages, il haussait les épaules et disait « juste le travail ». Je voulais le croire. Mes hormones de grossesse me rendaient émotive, et je ne voulais pas passer pour paranoïaque. Puis ma sœur, Sophie, a commencé à m'envoyer des messages de nulle part. Elle avait toujours été le genre autoritaire, 2 ans de plus et elle agissait toujours comme si elle savait mieux. « Tu as déjà payé la traite ?» me demandait-elle par message. Ou bien, « Tu es sûr que tu peux te permettre cet endroit ?» Ces questions me piquaient, comme si elle doutait que je puisse gérer ma propre vie. Je mettais ça de côté, me disant qu'elle était juste dans son rôle habituel et contrôlant. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Un samedi, je suis rentrée de mes courses, les bras chargés de sacs, pour trouver Sophie dans mon salon. Elle tenait 1 mètre, regardant mes rideaux comme si elle possédait l'endroit. « Ceux-là ne vont pas aller, » dit-elle, sans même me regarder. « Il te faut quelque chose de plus classe pour un appartement comme celui-ci. » J'ai gelé, mon estomac se nouant. « Comment est-elle entrée ?» ai-je demandé. Elle a agité la main. « Sébastien m'a donné une clé. Il a dit que ça ne te dérangerait pas. » Ça me dérangeait énormément, mais j'ai gardé le silence, ne voulant pas me disputer avec ma sœur pendant ma grossesse. Sébastien n'a servi à rien. Ce soir-là, je lui ai demandé pourquoi il avait donné une clé à Sophie sans me le dire. Il a juste marmonné quelque chose à propos de la famille qui aidait à changer de sujet. Son téléphone a vibré à nouveau, et il l'a retourné face contre table.
Je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Les messages de Sophie continuaient, chacun plus intrusif. Tu devrais renégocier le prêt, m'a-t-elle écrit une fois. Je connais quelqu'un qui peut te proposer un meilleur taux. Comment savait-elle même pour notre prêt? Je ne lui avais rien dit. Quand j'en ai parlé à Sébastien, il a dit qu'elle essayait juste d'être utile. Héloïse, détends-toi. Mais je ne pouvais pas me détendre. La façon dont Sophie parlait de mon appartement comme si c'était à elle de le gérer me donnait la chair de poule. Camille, ma meilleure amie depuis l'université, avait remarqué mon changement. Nous nous sommes rencontrés pour un café un matin et je lui ai tout déballé. La distance de Sébastien. Les interférences constantes de Sophie. Les yeux de Camille se sont plissés alors qu'elle remuait son latte. Héloïse, ce n'est pas normal. Sophie agit comme si elle avait une participation dans ton appartement. Tu dois faire attention à elle. J'ai hoché la tête. Mais au fond, je ne voulais pas croire que ma sœur puisse avoir de mauvaises intentions. Nous avions grandi ensemble, partageant des secrets et des soirées pyjama. Bien sûr, Sophie pouvait être autoritaire, mais malveillante. Je n'étais pas prête à aller jusque-là. Pourtant, les mots de Camille sont restés gravés en moi. J'ai commencé à accorder plus d'attention aux commentaires de Sophie, à ses visites non annoncées. Un jour, je l'ai surprise en train de feuilleter des papiers sur mon comptoir de cuisine, des factures, des documents de prêt. Juste curieuse, dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Mon malaise a grandi, une boule serrée dans ma poitrine. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était rien, que la famille ne trahit pas la famille. Mais chaque fois que Sophie apparaissait, chaque fois que Sébastien esquivait mes questions, cette boule se resserrait. Je commençais à me demander ce qu'il cachait et pourquoi. Un après-midi, je suis rentrée à la maison pour trouver Sophie dans mon salon. Elle réarrangeait mes coussins, jetant les bleus que j'avais choisis par terre comme s'ils n'avaient pas leur place. Ses talons claquaient vivement sur mon parquet, ses yeux balayant l'espace avec un froncement de sourcils. Cet endroit a besoin d'une sérieuse rénovation, dit-elle, sans même me regarder. Je me tenais dans l'encadrement de la porte, les sacs de course lourds dans mes bras. Ma grossesse rendait chaque pas pénible. Sophie, que fais-tu ici? Ai-je demandé, la voix tendue. Elle a tourné son sourire, froid et calculé. J'aide Héloïse. Cet appartement mérite mieux que tes choix. Ma poitrine brûlait. Aide. Elle n'avait pas demandé à entrer, n'avait même pas frappé. Quand j'ai exigé de savoir comment elle était entrée, elle a haussé les épaules. Sébastien m'a donné une clé. Il a dit que ça allait puisqu'elle a aidé avec l'apport. Mon estomac s'est tordu. Aider? C'était un mensonge. J'avais mis chaque centime de mes économies, gagnées par des années de nuit tardive à mon travail de marketing, dans cet appartement. Sophie n'avait pas contribué un seul dollar. J'ai posé les sacs, mes mains tremblaient. Tu n'as aidé en rien, dis-je, essayant de garder la voix ferme. Sophie a haussé un sourcil, imperturbable. Oh, Héloïse, ne sois pas dramatique. Je vous soutiens, Sébastien et toi, depuis des années. Cet endroit est autant à moi qu'à toi. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Nous soutenir. Elle ne nous avait jamais prêté d'argent, jamais offert plus que ses opinions constantes. J'ai voulu hurler, mais je me suis retenue, ma grossesse me faisant me sentir fragile, comme si un seul faux mouvement pouvait me briser. Ce soir-là, j'ai attendu que Sébastien rentre. Il est entré, son téléphone vibrant comme d'habitude, et m'a à peine regardé. Pourquoi Sophie a-t-elle une clé? Ai-je demandé, le ton sec. Il a soupiré, desserrant sa cravate. Elle essaie juste d'aider, Héloïse. Tu exagères. J'exagère? J'ai senti l'air quitter la pièce. Il s'est détourné, vérifiant à nouveau son téléphone, et j'ai aperçu une notification de mail avant qu'il ne pivote l'écran. Le lendemain matin, pendant que Sébastien prenait sa douche, j'ai attrapé son ordinateur portable. Mon cœur battait la chamade alors que j'ouvrais son email, chose que je n'avais jamais faite auparavant. Voilà, un fil de discussion avec Sophie intitulé « Document appartement ». Il lui avait envoyé notre contrat de prêt hypothécaire, celui que j'avais signé, un prêt,
parce que le crédit de Sébastien n'était pas suffisant. Pourquoi aurait-il partagé cela? Mes mains tremblaient alors que je faisais défiler leurs messages. Elle n'a pas besoin de savoir, a écrit Sophie. Nous allons nous en occuper. Nous occuper de quoi? J'ai pris une photo de l'écran avec mon téléphone, mon esprit s'emballant. Ce n'était pas juste de l'ingérence. C'était quelque chose de plus grand, quelque chose de planifié. J'ai appelé Camille, ma meilleure amie, et nous nous sommes rencontrés dans un bistrot près de mon bureau. Autour de frites grasses et d'un café faible. Je lui ai tout raconté. La visite non annoncée de Sophie, sa prétention sur l'apport, la clé, les emails. Les yeux de Camille se sont écarquillés, sa fourchette s'arrêtant en plein vol. Héloïse, ce n'est pas bien. Sophie agit comme si elle possédait ton appartement et Sébastien la laisse faire. Tu dois vérifier ces documents. Assure-toi que rien n'a été modifié. Ces mots m'ont donné un frisson. Vérifier les documents. Je n'y avais même pas pensé. Et commence à tenir un registre, a ajouté Camille, sa voix ferme. Chaque SMS, chaque visite, chaque chose bizarre que fait Sophie. Tu as besoin de preuves. J'ai hoché la tête, la gorge serrée. Preuves. Le mot semblait lourd, comme si je me préparais à une bataille que je ne voulais pas. De retour à la maison, j'ai commencé à tout sauvegarder. J'ai pris des captures d'écran des messages de Sophie. Son dernier disait, « Tu devrais repeindre les murs, Héloïse. » Je connais un entrepreneur. J'ai sauvegardé la photo de l'email de Sébastien à elle, celui avec notre contrat. J'ai même commencé à noter ses visites dans un journal, comme le moment où elle est apparue avec une pile d'échantillons de peinture, disant « Je prévois juste pour quand cet endroit sera à moi. » À moi. Le mot résonnait dans ma tête à chaque fois, me glaçant le sang. Je me sentais comme une étrangère dans ma propre maison, repoussée par ma propre sœur et mon mari. Chaque nuit, je restais éveillée, ma main sur mon ventre, sentant mon bébé donner des coups. Cet appartement était censé être sa maison, notre refuge. Mais avec la clé de Sophie dans sa poche et les secrets de Sébastien qui s'accumulaient, cela ressemblait à un champ de bataille. Je n'étais pas sûre de ce qu'ils planifiaient, mais je savais une chose. Je n'allais pas les laisser prendre ce qui m'appartenait. Le jour de la pendaison de crémaillère, tout semblait étrange dès le départ. Je me suis réveillée avec un nœud à l'estomac, ma grossesse alourdissant chaque pas. L'appartement de Lyon était prêt. Des guirlandes lumineuses scintillaient sur le balcon. Des plateaux de chips et de trempettes garnissaient le comptoir de la cuisine et une douce musique bourdonnait en arrière-plan. Les invités ont commencé à arriver, leur rire et leur bavardage remplissant l'espace. Chloé, ma cousine, s'est glissée par la porte, offrant une rapide étreinte et un sourire qui s'est estompé trop vite. Camille m'aidait à disposer les boissons, ses yeux dartant autour comme si elle pouvait sentir la tension que j'essayais d'ignorer. Sébastien était là, mais à peine présent, ses doigts collés à son téléphone, évitant la petite conversation de nos invités. J'ai forcé un sourire, saluant tout le monde, essayant de secouer le malaise qui grimpait dans mon dos. C'était notre nouvelle maison, notre nouveau départ. Mais l'ombre de Sophie planait sur tout. Elle est arrivée en retard, entrant avec un sourire narquois, son regard balayant la pièce comme si elle jugeait chaque centimètre. À mi-chemin de la soirée, Sophie a attrapé le microphone de la machine à karaoké que nous avions louée pour le plaisir. Le bavardage s'est arrêté, tous les regards se tournant vers elle. J'ai une annonce, dit-elle, sa voix froide et autoritaire. J'ai parlé à un avocat, et à partir d'aujourd'hui, je suis la propriétaire légitime de cet appartement. Mon souffle s'est coupé, mon cœur cognant contre mes côtes. Elle m'a pointé du doigt, ses yeux brillants. Héloïse n'a pas sa place ici. Elle ne peut pas se permettre cet endroit et il est temps qu'elle parte. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing, chacun me lacérant. Des exclamations ont résonné dans la pièce. La main de Chloé s'est figée sur son verre, sa mâchoire tombant. Camille m'a attrapé le bras, sa prise ferme, murmurant « Respire, Héloïse ». Mais je ne pouvais pas respirer. Mon visage brûlait, mon pouls grondait dans mes oreilles. Sébastien se tenait dans un coin, sirotant son vin, les yeux fixés sur le sol. Pas un mot, pas un regard. Son silence criait plus fort que la voix de Sophie.
La pièce donnait l'impression de se refermer. Des voisins, des collègues, la famille, tous me regardaient, leurs murmures bourdonnant comme de l'électricité statique. Le sourire de Sophie s'est élargi, sa confiance inébranlable, comme si elle avait déjà revendiqué ma maison. Mon esprit s'est emballé, rejoint ses mensonges sur l'apport, ses visites non annoncées, les emails qu'elle avait échangés avec Sébastien. Tout était lié, un plan que je n'avais pas vu venir. Mes mains tremblaient, mon corps figé sur place. Je voulais crier, exiger des réponses, mais ma gorge était nouée. Mes pensées un désordre confus. Comment ma sœur pouvait-elle faire ça? Comment Sébastien pouvait-il rester là, sans rien dire? La main de Camille est restée sur mon bras, sa voix basse mais ferme. Nous allons trouver une solution, a-t-elle murmuré. Les yeux de Chloé ont rencontré les miens, écarquillés par le choc, ses doigts serrant son verre comme s'il allait se briser. Les murmures de la foule devenaient plus forts, certains invités se déplaçant mal à l'aise, d'autres se penchant, attendant mon effondrement. Sophie se tenait droite, le menton levé, comme si elle me mettait au défi de la contester. Mais je ne pouvais pas bouger, ne pouvais pas parler. Le poids de ces mots, de la trahison de Sébastien et des regards de tous ceux que je connaissais me clouaient sur place. Ma maison, mon refuge, semblait m'échapper, et j'étais impuissante à l'arrêter. Une semaine après la fête, je n'arrivais pas à me sortir les mots de Sophie de la tête. Sa voix résonnait dans mon esprit, cinglante et satisfaite, revendiquant mon appartement comme le sien. Je me suis assise sur le canapé dans notre maison de Lyon, ma main posée sur mon ventre, sentant les faibles coups de ma bébé. Les guirlandes lumineuses de la pendaison de crémaillère pendaient encore sur le balcon, se moquant de la célébration qui s'était transformée en cauchemar. Sébastien était à peine là, partant tôt et rentrant tard, son téléphone toujours vibrant. J'ai essayé de me concentrer sur mon travail, mais mon esprit revenait sans cesse à cette nuit-là, à son silence alors que Sophie m'humiliait. Puis, lundi, Clara Dubois, ma collègue de l'équipe marketing, m'a demandé de la rencontrer pour déjeuner. Son message était cryptique. Il faut qu'on parle. C'est à propos de Sébastien. Mon estomac s'est noué, mais j'ai accepté, espérant que ce n'était rien de grave. Dans un petit restaurant près du bureau, Clara a fait glisser son téléphone sur la table. Je les ai vus la semaine dernière, dit-elle, la voix basse. Sébastien et Sophie dans un café en centre-ville. Elle m'a montré une photo. Sébastien et Sophie assis proches, sa main sur son bras, leur visage à quelques centimètres l'un de l'autre. Ma gorge s'est serrée. Clara a hésité, puis a ouvert une capture d'écran d'une conversation par SMS qu'elle avait entendue, et qui était sur son téléphone. C'était du téléphone de Sébastien à Sophie. Héloïse est tellement naïve. Une fois qu'on l'aura sorti, l'appartement sera à nous. Mes mains tremblaient alors que je regardais les mots. Pas seulement de la trahison, mais un plan pour prendre ma maison. Les yeux de Clara se sont adoucis. Je suis désolée, Héloïse. Je devais te le dire. Ce soir-là, j'ai attendu que Sébastien dorme. Son téléphone était sur la table de chevet, déverrouillé, un rare lapsus. Mon cœur battait fort alors que je faisais défiler ses messages avec Sophie. Il y en avait des dizaines remontant à des mois. Elle ne mérite pas l'endroit, avait écrit Sophie. Nous allons nous en faire notre. Sébastien a répondu, garde-la juste occupée. Je m'occuperai du reste. Ma poitrine brûlait, des larmes brouillant l'écran. Ils ne complotaient pas seulement contre moi. Ils étaient ensemble. Chaque nuit tardive, chaque question esquivée, chaque sourire narquois de Sophie, tout prenait sens. Je me sentais comme si le sol disparaissait sous mes pieds. Mon propre mari et ma propre sœur détruisant la vie que j'avais construite. Je ne pouvais pas confronter Sébastien pour le moment. J'avais besoin de plus. Le lendemain, j'ai appelé Sophie, mes mains tremblant alors que j'appuyais sur le bouton d'enregistrement de mon téléphone. « Pourquoi fais-tu ça ?» ai-je demandé, gardant ma voix ferme. Elle a ri, froid et cinglant. « Héloïse, tu n'es pas de taille. Cet appartement, c'est trop pour toi. Je règle juste les choses. » J'ai insisté. Régler en revendiquant ma maison? Elle a marqué une pause. Puis sa voix s'est abaissée. Tu aurais dû rester à l'écart.
Sébastien et moi allons nous en occuper. Mon sang s'est glacé. Elle avait d'avouer son plan pour me mettre dehors. J'ai sauvegardé l'enregistrement, mon cœur battant la chamade, mais ma détermination se renforçant. J'ai rencontré Camille chez elle ce soir-là, mon téléphone plein de captures d'écran et du fichier audio. Elle a écouté l'enregistrement, sa mâchoire serrée. C'est dégoûtant, dit-elle, sa voix féroce. Ils essaient de te voler ta vie, Héloïse. Tu dois te battre. Elle m'a aidé à organiser tout. Des captures d'écran des SMS, la photo de Clara, le contrat de prêt hypothécaire à mon nom, et la confession enregistrée de Sophie. Tu as assez pour un avocat, dit Camille, ses yeux fermes. Ils ne peuvent pas s'en tirer comme ça. J'ai hoché la tête, la gorge serrée. La trahison me blessait profondément. Sébastien, avec qui j'avais construit un avenir, et Sophie, ma propre sœur, travaillant ensemble pour me détruire. Mais quelque chose a changé en moi. Je n'étais pas seulement blessée. J'étais en colère. C'était ma maison, l'avenir de mon bébé. Ils m'avaient sous-estimé, et j'en avais fini d'être leur pion. Je me battrais, pas seulement pour l'appartement, mais pour moi-même. J'ai fait mes valises et j'ai emménagé dans l'appartement de Camille le lendemain matin. L'air de Lyon semblait lourd alors que je quittais la maison pour laquelle je m'étais embattue, ma grossesse faisant mal à chaque pas. Rester sous le même toit que Sébastien était insupportable après sa trahison. Camille m'a accueilli avec une étreinte serrée, sa chambre d'amis déjà prête avec un lit et des serviettes propres. Tu es en sécurité ici, dit-elle, sa voix ferme mais féroce. J'ai hoché la tête, la gorge trop nouée pour parler. Cet après-midi-là, j'ai rencontré une avocate nommée Maître Dubois dans un petit bureau en centre-ville. J'ai exposé tout, la fausse prétention de Sophie sur l'apport, ses visites non annoncées, l'email qu'elle avait échangé avec Sébastien concernant notre contrat de prêt hypothécaire, et l'enregistrement où elle admettait vouloir me pousser à prendre l'appartement. J'ai également montré à Maître Dubois la photo que Clara avait envoyée, les SMS confirmant la liaison de Sébastien et Sophie et leur plan pour me mettre dehors. C'est sérieux, dit Maître Dubois, son stylo tapotant le bureau. Nous pouvons déposer une plainte contre Sophie pour fraude et tentative de falsification de documents de propriété, et contre Sébastien pour violation de votre vie privée en partageant le contrat. Mon cœur battait la chamade, mais sa confiance me donnait une lueur d'espoir. 2 jours plus tard, mon téléphone a bourdonné de notifications. Sophie avait posté sur les réseaux sociaux un long message accusant de mon abandon de Sébastien et de mon incapacité à posséder l'appartement. Héloïse a abandonné son mari, le laissant sans rien, a-t-elle écrit. Elle ne mérite pas cet endroit. Mon estomac s'est tordu en lisant les mensonges, les commentaires s'empilant des étrangers et des connaissances lointaines. Certains m'ont traité d'égoïste, d'autres ont remis en question ma stabilité. La trahison m'a blessé plus profondément que je ne l'aurais jamais cru. Ma propre sœur me dépeignant comme la méchante. J'ai voulu crier, dire la vérité au monde entier, mais Camille m'a arrêté. N'engage pas le combat, dit-elle, sa main sur mon épaule. Nous allons régler ça avec des faits, pas des publications. J'ai pris une respiration tremblante, faisant confiance à son jugement, mais l'humiliation publique brûlait. Au travail, Clara m'a prise à part pendant une pause. J'ai trouvé quelque chose, a-t-elle murmuré, me tendant un email imprimé. C'était de Sophie à une société immobilière locale, affirmant qu'elle était copropriétaire de mon appartement et demandant un transfert de titre. Le document était truffé de détails falsifiés, ma signature retouchée pour paraître réelle et un historique de paiement fabriqué. Je l'ai obtenu d'un ami de l'agence, dit Clara, ses yeux vifs. Sophie a essayé de faire avancer ça derrière ton dos. Mes mains tremblaient alors que je le lisais, l'audace de son plan me frappant. La preuve de Clara était une autre pièce du puzzle, une preuve de la fraude de Sophie. Je l'ai remerciée, ma voix à peine stable, et j'ai immédiatement envoyé l'email à Maître Dubois. Ce soir-là, j'ai demandé à Sébastien de me rencontrer dans un parc près de chez Camille. J'avais besoin de réponses, et j'en avais besoin officiellement. Mon téléphone était dans ma poche, enregistrant alors qu'il s'approchait, son visage tendu. « Pourquoi, Sébastien ?» ai-je demandé, ma voix basse mais ferme. « Pourquoi Sophie ? Pourquoi ma maison ?» Il a bougé, évitant mes yeux.
Ce n'était pas censé aller aussi loin, a-t-il marmonné. Sophie et moi, c'est arrivé comme ça. Elle a dit que nous pouvions vendre l'appartement, partager l'argent. Ma poitrine s'est serrée, mais j'ai gardé ma voix égale. Tu avais prévu de me le prendre, ai-je dit. Il n'a pas daigné, son silence confirmant tout. J'ai fait une erreur, Héloïse, dit-il enfin, mais Sophie m'a poussé à le faire. J'ai arrêté l'enregistrement, mon cœur battant la chamade. Sa confession était brute, indéniable, une autre arme pour mon dossier. De retour chez Camille, nous avons étalé toutes les preuves sur la table de sa cuisine, le contrat de prêt hypothécaire à mon nom, l'aveu enregistré de Sophie, les SMS de Sébastien, la photo de Clara, l'email falsifié de la société immobilière et maintenant la confession de Sébastien. Camille a tout organisé en dossier, ses mains stables alors qu'elle étiquetait chaque fichier. C'est imparable, dit-elle, sa voix ferme. Maître Dubois va les démolir au tribunal. Elle m'a regardé, ses yeux s'adoucissant. Tu es plus forte que tu ne le penses, Héloïse. Je ne me sentais pas forte. Je me sentais brisée, trahie par les deux personnes en qui j'avais le plus confiance. Mais en regardant les preuves, la vérité que j'avais combattue pour découvrir, quelque chose a changé. Il ne s'agissait plus seulement de l'appartement. Il s'agissait de retrouver ma vie, ma dignité, pour moi et mon bébé. J'étais prête pour la bataille qui s'annonçait, peu importe à quel point elle serait laide. La salle d'audience était plus calme que je ne m'y attendais. Le soleil lyonnais filtrait à travers les hautes fenêtres, projetant des ombres vives sur les bancs de bois. Je me suis assise à côté de Maître Dubois, mes mains jointes serrées sur mes genoux, ma grossesse me faisant bouger inconfortablement. De l'autre côté de la pièce, Sophie et Sébastien étaient assis rigidement, évitant mon regard. Maître Dubois s'est levé, sa voix ferme alors qu'elle présentait notre affaire. Elle a montré au juge les preuves, les SMS entre Sébastien et Sophie complotant pour prendre mon appartement, l'enregistrement de Sophie admettant qu'elle voulait me pousser dehors, la confession de Sébastien dans le parc et l'email falsifié que Sophie avait envoyé à la société immobilière avec ma signature imitée. Chaque pièce semblait être une brique construisant un mur de vérité que personne ne pouvait nier. Le visage du juge est resté impénétrable, mais j'ai vu les mains de Sophie trembler, sa composure se fissurant. La mâchoire de Sébastien était serrée, ses yeux fixés sur le sol, comme lors de la pendaison de crémaillère. Quand ce fut leur tour, l'avocat de Sophie a plaidé qu'elle avait agi de bonne foi, affirmant que l'appartement était un investissement conjoint. L'avocat de Sébastien a déclaré qu'il n'avait partagé le contrat que pour protéger les intérêts de Sophie. Maître Dubois a démantelé leurs affirmations, soulignant les documents falsifiés et le calendrier de leur liaison. Le juge s'est penché en avant, sa voix vive alors qu'elle interrogeait Sophie sur l'email. Sophie a bégayé, son visage rougissant, incapable d'expliquer la fausse signature. Sébastien est resté silencieux, n'offrant aucune défense. Après ce qui a semblé des heures, le juge a statué que l'appartement était à moi, uniquement en mon nom. Sophie et Sébastien n'avaient aucune revendication légale. Le coup de marteau a résonné et un poids s'est soulevé de ma poitrine. J'ai jeté un coup d'œil à Camille dans la galerie, son hochement de tête ferme et fier. Le juge ne s'est pas arrêté là. L'email falsifié de Sophie a déclenché une enquête criminelle pour fraude. Des murmures l'ont suivi hors de la salle d'audience, sa réputation dans notre communauté s'effondrant. Les voisins qui avaient vu ses publications sur les réseaux sociaux se détournaient maintenant, leur confiance en elle disparut. Sébastien a été condamné à verser des dommages compensatoires pour violation de ma vie privée, un coût financier qui a rendu son visage pâle. Juste après le jugement, je suis allée au bureau de Maître Dubois et j'ai signé les papiers de divorce, ma main stable, malgré la douleur dans mon cœur. Sébastien n'était pas l'homme que j'avais épousé, et je n'allais pas le laisser définir mon avenir. Les papiers ont été déposés cet après-midi-là, rompant notre lien pour de bon. 2 mois plus tard, j'ai donné naissance à ma fille, Iris, dans une chambre d'hôpital baignée de soleil. Camille était là, tenant ma main alors que je tenais Iris pour la première fois, ses petits doigts s'enroulant autour des miens. Son nom semblait juste, un symbole de croissance. Après tant de douleur, j'ai emménagé dans un nouvel appartement à Lyon, un endroit plus petit avec de grandes fenêtres et un balcon juste pour nous.
Camille m'a aidé à déballer, son rire remplissant l'espace pendant que nous accrochions de nouveaux rideaux et installions le berceau d'Iris. Sophie et Sébastien avaient disparu de ma vie. Pas d'appel, pas de message, pas d'excuses. Je n'en avais pas besoin. Les mensonges, la trahison, l'humiliation publique. Ils avaient essayé de me briser, mais j'étais restée ferme. La vérité avait été mon bouclier, et ma résilience m'avait portée. Iris et moi entamions une nouvelle page.